Avez-vous déjà parlé d'agression sexuelle, de consentement avec votre mari, votre famille, vos enfants? On va démystifier le sujet avec Dalia, intervenante au CALACS. Bonjour Dalia. Bonjour Chantal. Je suis contente de te rencontrer parce que je veux en connaître un peu plus sur ton organisme. C'est le CALACS. Exact. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi ça veut dire l'acronyme? Oui, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et ton poste à travers l'organisme, ça serait quoi? Puis tu te décrirais comment? Oui, donc dans le fond, on a vraiment plusieurs sphères. Moi, je suis intervenante au CALACS. Donc, on a plusieurs services qu'on offre, mais c'est surtout pour, dans le fond, pour défendre les femmes qui ont vécu une agression à caractère sexuel. Mais on a comme plusieurs chapeaux. On fait de la prévention, on fait aussi de la lutte. Donc, on a vraiment beaucoup de dossiers, là, de sphères où est-ce qu'on mobilise, là, dans le fond, pour parler puis défendre la cause, là, qui est... Toi, comme intervenante, est-ce que ça veut dire que tu rencontres vraiment les femmes qui ont vécu... Exactement. Donc, c'est des femmes qui ont vécu une agression à caractère sexuel à partir de l'âge de 12 ans. Okay. Fait que c'est pour ça qu'aussi que pendant qu'on fait la prévention, on est aussi à l'affût, justement, si les femmes veulent dénoncer, justement, leur agression. Puis, c'est ça, c'est les femmes qui ont vécu une agression à caractère sexuel. Puis, ça serait quoi la valeur première de l'organisme? Parce qu'on va se le dire, là, tu sais, on en parle de plus en plus. Ouais. Hein? Surtout depuis le mouvement MeToo, ouais. tout ça, qu'on en parle plus. Mais on entend souvent que les femmes, ça peut arriver dans l'adolescence, attendre très longtemps avant de le dire. Donc, c'est quoi votre valeur pour réussir à aller chercher là, la confiance des femmes? Ben tout à fait. Ben nous, en tant qu'organisme, on a une approche féministe. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un peu différent des psychologues ou de la thérapie où est-ce qu'on est là pour les conseiller. Fait que c'est pas ça notre rôle. Okay. Notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans leur processus. Comment qu'on les aide, comment on fait pour qu'elles nous fassent confiance, ben il y a pas de jugement, c'est une approche égalitaire aussi. Oui. Où est-ce que nous on n'est pas là comme pour leur dire comment vivre leur vie, comment même leur processus de guérison, parce que chacune des femmes vont avoir leur propre processus de guérison. Oui. Puis même si ça peut être des similaires formes d'agression sexuelle, elles vont tous réagir de façon différente. Fait que nous, on est vraiment là pour juste leur accompagner dans ce processus-là, à travers la validation des émotions. Oui. Puis la plupart de ces femmes-là, elles veulent juste entendre que qu'est-ce qu'elles ont vécu, c'était pas correct, tu sais, que c'était pas bien. Puis souvent, c'est ça peut prendre du temps là avant que elles puissent dénoncer, que ça soit porter plainte, que ça soit dénoncer à leur environnement. Fait que je m'éparpille un petit peu là. Non, mais c'est parfait. Ouais. C'est sûr que ce que tu viens de me dire là, j'ai plein de pop-up qui m'arrivent dans la tête. Ouais. Premièrement, c'est quoi une agression sexuelle? Bon, une agression à caractère sexuel, dans le fond, il y a plusieurs formes. Donc, c'est plusieurs personnes pensent que une agression sexuelle, c'est quelqu'un qui perd le contrôle. Mais en fait, comment une agression sexuelle est déterminée, c'est que c'est l'opposé. C'est prendre le pouvoir sur la personne, c'est la dominer. Et puis ça peut être à travers l'humiliation, à travers des menaces, à travers souvent de la manipulation psychologique. Puis dans le fond, c'est à travers et ça peut être reconnu à travers plusieurs sphères. Donc, l'harcèlement psychologique, l'harcèlement sexuel. Oui. Ça peut être fait sur les réseaux sociaux. Il y a, tu sais, comme juste l'harcèlement, c'est celle qui est le moins reconnue. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais pas pensé, là, quand tu me parles d'harcèlement, pour moi, je pensais que tu étais pour me dire, c'est quand il y a des attouchements, pénétrations involontaires. Ouais. Là, on donc, est les pas gens là d'habitude, encore, ils pensent à agression sexuelle, ils pensent au viol. Exact. Donc, oui, c'est viol. Oui. Mais il y en a tellement plus qui sont sous-entendus. Tu sais, comme par exemple, de harcèlement sexuel quelqu'un qui va harceler quelqu'un à plusieurs reprises. Oui. Ça peut avoir le même impact qu'un viol. Même si on pense que, OK, il faut qu'il y ait une pénétration ou un attouchement pour que ça soit une agression, alors que ça peut être sous forme verbale. Ça peut être, par exemple, son patron qui va passer des commentaires inappropriés sur ton corps. Ça peut être un professeur. Ça peut être, puis maintenant, surtout pour les jeunes, ça va être fait à travers des textos, les réseaux sociaux. Oui. Envoie-moi une photo. Puis là, la photo, elle se fait propager, qui est genre une forme, tu sais, comme
pornographique, là, de distribution pornographique qui est pris quand même assez au sérieux au Québec, là, en lien avec ça. Fait c'est ça. Fait qu'on parle de forme, il peut en avoir, ça peut être voyeurisme. En tout cas, il y en a plein, là, oui. Puis tout ça, c'est criminel. On parle de l'harcèlement. Oui et non. Ouais. À la pénétration, au partage de photos sans consentement. Là. Exactement. C'est juste que ça peut être un peu plus difficile à prouver. OK. Fait que quand on parle de criminel, ça peut être un peu plus complexe là, sur qu'est-ce qui est criminel ou pas. Alors que nous, en tant qu'organisme, on prend toutes les formes au sérieux. Il y en a pas une qui est moins, il y en a pas une qui est plus. Vraiment, elles sont toutes sur le même piédestal parce qu'elles peuvent avoir des conséquences aussi grave que, par exemple, le viol, comme on connaît. Puis, comme intervenante, juste pour être sûre de bien me situer, exemple que j'ai quelqu'un dans mon entourage, puis je souhaite que j'ai 5 filles, que j'aurais pas besoin. Mais par contre, tu suis, dans le fond, tu disais comme intervenante, toi, t'es là, pour suivre sans jugement, contrairement à faire une thérapie comme un psychologue. Exactement. Mais est-ce que tu rentres juste dans la vie de la personne un coup qu'elle veut porter plainte, ou si elle a vécu une agression verbale ou une agression, tu peux la suivre aussi juste pour l'aider à passer au travers sans même qu'elle veuille porter plainte? Oui, donc on est là pour accompagner la femme. Fait que nous, on fait aussi de l'accompagnement judiciaire. Oui. On prépare parfois les victimes à juste leur expliquer quel est le processus, parce que c'est un processus qui est quand même, qui peut peser un poids assez lourd. Oui. Mais nous, on est là pour parler des conséquences de l'agression. Fait que les conséquences de l'agression, ça peut être son dévoilement à sa maman, ça peut être son dévoilement à ses amis, puis qu'elle a pas été supportée, ça peut être justement un processus judiciaire. Puis s'il y a un processus judiciaire, ben là, on fait de l'accompagnement judiciaire. Fait que ça devient un peu autre chose. Mais nous, on est là plus pour le processus de guérison. Comment la valider, enlever la culpabilité, enlever la honte, lui expliquer d'où ça vient, parler de la socialisation, pourquoi une femme va vivre plus de culpabilité, pourquoi les messages qui sont internalisés, qui sont véhiculés dans les réseaux sociaux. Puis nous, on va venir démystifier ça, déconstruire un peu certaines pensées justement qui sont intériorisées par la femme, qui va toujours être en lien avec l'agression sexuelle. Fait que nous, pendant nos rencontres, pendant nos suivis, on parle des conséquences de l'agression. Puis justement, le processus judiciaire aussi, il peut y avoir des conséquences là face au processus. Là, on l'a entendu, je sais pas si vous avez entendu vous avez vu le documentaire La parfaite victime, ça vient aussi comme sous-entendre d'autres enjeux là. Puis nous, on est là pour vraiment comme sécuriser puis valider la femme là. Est-ce que tu dirais que depuis quelques années, avec la vogue des réseaux sociaux, tout ça, c'est plus en hausse qu'avant? Ben, c'est sûr que la violence en soi, il y a une augmentation de violence, oui, mais il y a aussi une augmentation de dénonciation causée par ces vagues-là. Parce que ça vient faire, justement, le hashtag MeToo, c'est ça que c'est venu faire. C'est venu faire, juste mets ton hashtag si toi aussi t'as vécu une forme d'agression sexuelle. Fait que là, hashtag MeToo, ça venait faire, ça vient aussi confirmer, comme valider les femmes. OK, je suis pas la seule. OK, c'est pas anodin. OK, ça arrive beaucoup plus qu'on l'entend. Puis là, les vagues augmentent. Fait que ça vient en vagues. Puis là, il y en a plusieurs, là. Il y en a tellement qui se passent dans les dernières années, même au Québec, là, les dénonciations, Éric Salvaire, toutes ces choses-là, qui poussent les gens à dénoncer ou pas. Hein? Fait que ça fait les deux, mais c'est sûr qu'il y a une augmentation de demande, surtout pendant la pandémie. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'il est trop tard de faire appel? Si, mettons, on l'a vécu, on veut pas dénoncer, mais que là, ça ressort. Parce que des fois, j'ai entendu, fait que je suis pas intervenante, donc je parle d'un œil extérieur, puis je veux valider ou comprendre le processus. Il y en a qui disent que tu peux être 1 an ou 2, puis que tu essaies de l'enfouir dans ta mémoire, tu essaies d'enlever. Je peux parler peut-être plus d'une agression là, avec pénétration, là, mais peu importe l'agression, c'est aussi grave les unes que les autres. Que tu essaies de l'enfouir dans ta mémoire pour faire comme si ça s'est jamais passé, essayer de faire du déni, puis arrive un moment donné, sans savoir pourquoi, un événement, ça te revient. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'il est trop tard de faire appel à vos services? Puis est-ce que c'est normal que ce déclic-là, à un moment donné, il revienne? Premièrement, je crois que je suis pas experte en trauma, mais on peut en lire là quand même assez bien sur comme la mémoire dissociative. Puis lorsqu'une agression arrive, qu'est-ce qui peut se passer dans le corps? Puis justement, tu sais, il y a 2 façons, c'est où tu te bats puis tu essaies de t'en sortir, ou ton cerveau rentre
en mode dissociation. Où est-ce que, justement... Ça semble c'est pas lui. Oui, parce que je suis pas là, ton corps, il est physiquement là, mais ta tête est pas là parce que tu essaies de survivre à l'événement. Oui. Fait que qu'est-ce qui peut arriver, c'est que, il y a un refoulage qui se fait. Fait que, justement, ça peut être souvent des agressions à caractère sexuel qui sont faites à l'enfance. Oui. Fait que là, tu refoules, puis là, il y a quelque chose qui vient déclencher, justement, l'agression, que ça soit une autre agression, que ça soit revoir l'agresseur, ça peut être tellement d'affaires là qui peuvent venir déclencher cette agression qui s'est passée, qu'on a refoulée à ce moment-là. Et puis là, à ce moment-là, là, c'est là où est-ce qu'on est prêt à faire face aux conséquences. Puis nos services sont toujours libres, là, que ça soit il y a 2 ans, ça soit il y a 10 ans, ça soit il y a 15 ans, ça soit il y a 20 ans, nos services sont disponibles. Pour avoir de l'aide et tout. Tout à fait. Est-ce que on fait aussi de la prévention auprès des jeunes garçons? Oui. Parce que ça aussi, c'est une perception en tant que maman. On était dans une vague. C'est sûr que mes plus vieilles filles, c'était vraiment, on était plus autoritaire. C'était le non. Il y avait une hiérarchie. Le parent, c'était le parent. Puis à un moment donné, on est venu avec une vague un peu que l'on voulait être un peu un parent ami. Où est-ce qu'on donnait que c'était un non, qu'on disait un faux non, qu'on appelait. Au lieu de leur dire non aux enfants, on faisait des faux choix pour qu'ils sentent qu'ils choisissaient. Puis moi, avec mon œil extérieur, j'ai élevé les 5 pareils, mais je me disais, un faux choix, l'enfant, en dedans de lui, il a quand même choisi. Ouais. Fait qu'on lui a quand même donné le pouvoir de décider, puis on lui a jamais appris c'était quoi un non. Ouais. Est-ce que, tu sais, à quelque part, de mon point de vue à moi, si je veux écouter le non de quelqu'un, étant un garçon, il faut que je l'aille appris. Ouais. Puis, comme fille... faut que j'aille appris à dire non aussi. Est-ce que tu crois que ça a une incidence sur peut-être... parce que des fois, je pense que c'est un peu, puis c'est pas péjoratif, un peu de l'ignorance de notre jeune génération? Ben tout à fait. C'est super intéressant ce que tu amènes parce que en plus, tu parles de prévention. Fait que nous, dans le fond, on déploie le programme Empreinte qui a été travaillé avec des experts à l'UQAM pour justement donner cet atelier-là aux jeunes au secondaire. Donc, il y a 6 ateliers. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer une agression sexuelle, c'est quoi les formes qui existent. Puis le deuxième qu'on donne, c'est le consentement. On parle du consentement, on parle aux femmes, aux filles, aux jeunes filles, autant qu'on parle qu'aux garçons. C'est comment est-ce que moi, je peux consentir à une activité sexuelle, puis comment est-ce que je peux comprendre l'autre personne. Puis est-ce que ça doit être dire non, ou est-ce que ça doit être aussi savoir lire la personne, parce qu'il y a aussi un non-verbal qui se fait. Puis c'est de savoir comment on peut lire ces signes-là, puis comment qu'on peut se poser des questions concrètes. Fait que nous, on dit tout le temps aux filles, et aux garçons. Fait que on s'entend que c'est pas seulement les filles qui vont vivre une agression sexuelle, ça peut être des hommes aussi. Exactement. Parce que quand on vient, on leur dit qu'on défend les droits des femmes, mais on dit aussi qu'il y a aussi une reconnaissance que une agression sexuelle peut être quand même vécue à un homme, par un homme, pour un, que tu sais, fait que contre puis une femme à un homme, on a entendu parler de ça aussi. Exactement. C'est sûr que les statistiques nous démontrent que les femmes vont en vivre beaucoup plus que les hommes, mais ça change pas que les hommes vont en vivre. Fait que comment qu'on leur dit, c'est comment est-ce que moi je peux consentir à une activité sexuelle, fait que je me posais des questions. Est-ce que ma tête me dit oui? Est-ce que mon cœur me dit oui? Est-ce que mon corps me dit oui? S'il y en a un qui dit non, ben ça veut dire que c'est non. OK, fait que si c'est pas un enthousiasme oui, ben c'est un non. Si c'est pas un oui, go, on y va, je veux faire une activité sexuelle, j'y vais. S'il y a un doute à quelque part, ben on arrête, on se pose des questions, on parle, on communique. Alors que c'est ça, fait que tu sais c'est apprendre aux filles à consentir, mais c'est aussi apprendre aux hommes ou aux garçons ou aux filles aussi à savoir lire les signes qui font OK, non, elle est pas à l'aise, elle croise ses jambes, elle redevient un peu plus serrée. Fait qu'il y a tout ce processus là qui va venir justement sensibiliser les jeunes, mais aussi juste leur éduquer, comme en parler. C'est plus comme dans le temps où est-ce que c'était un sujet beaucoup plus tabou, où est-ce qu'on pouvait pas en parler, où est-ce qu'on pouvait pas poser des questions, alors que maintenant, ça devient un peu plus fait. Surtout après ces ateliers qu'on donne dans les écoles secondaires, ben c'est sûr que il y a une sensibilité, il y a des questions qui peuvent se poser, puis un lien de confiance là qui se crée après ça, exact. Parce que aussi, c'est sûr qu'on a fait
papa. Mon mari, il est très lion de ses filles. Fait que c'est sûr qu'on en a parlé. Ouais. Sauf que ça en est venu à dire quand même, avec toute honnêteté, la première fois que tu as une relation sexuelle, c'est pas vrai que l'homme, que le garçon peut voir dans ton visage que tu as du plaisir. Parce qu'en tout cas, moi, ça s'est bien fait, mais c'est douloureux, là. Mais c'est clair. Perdre son hymen, ça fait pas du bien, là. Fait que t'as pas le gros sourire dans le visage, là. Fait que pour une première relation sexuelle, c'est difficile pour un garçon. Puis je ne dis pas, je veux pas... je veux pas dire aux garçons que c'est normal, c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas, je sais que je ne suis pas pour ces actes-là, mais je fais juste comprendre un peu la place d'un jeune garçon adolescent que lui, on dit oui, mais il est pas capable de dire non finalement, il est pas capable d'arrêter la chose, puis que dans son visage, il voit qu'elle a pas vraiment de plaisir, mais qu'il sait que bon, une première fois, c'est pas toujours agréable. Ça serait quoi qu'on dirait à nos jeunes garçons? Comment? C'est de demander le consentement. C'est vraiment c'est de valider puis c'est de redemander puis le consentement c'est pas à cause qu'une fois oui que oui toujours, tu sais. C'est quelque chose qui se renouvelle constamment, même dans les couples mariés, même des personnes qui sont ensemble depuis des années, il faut pas assumer le consentement. Tu sais, quand on pense, je sais pas, je fais toujours une comparaison des films Disney. Tu sais, pour embrasser la princesse, jamais on va lui demander est-ce que je peux t'embrasser, c'est carrément go, j'y vais. Tu sais, alors que tu sais maintenant dans notre temps qui est beaucoup plus genre de demander le consentement, c'est une conversation qui c'est pas le consentement, il se renouvelle pas automatiquement parce qu'on est ensemble en relation depuis je sais pas combien d'années, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque fois. Puis justement, c'est ce qu'on enseigne, on met une capsule qui s'appelle le consentement avec le thé. Fait que c'est comme un peu quelque chose, c'est comme ridiculisé là, c'est une vidéo sur YouTube qui se retrouve qui est comme très simpliste mais qui vient ridiculiser à quel point des fois on peut assumer que la personne est consentante alors que non. Fait que tu sais on fait une petite analogie avec le thé puis on demande, c'est quelque chose qui se redemande. Je vais pas venir mettre du thé dans ta tasse si tu m'as dit j'en veux pas ou t'es hésitante ou tu bouges avec ta tasse. Fait que tu sais ça vient montrer tu sais comment à quel point c'est simpliste mais qu'avec les activités sexuelles, parfois dans les réseaux sociaux, dans les musiques de chansons, ben ça vient normaliser l'hypersexualisation, elle est normalisée. Alors moi je dis tout avec consentement. Tu sais comme tu me demandais tantôt c'est quoi une agression sexuelle? Ben c'est le manque de consentement en fait. C'est le manque de demander est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que je peux aller plus loin? Puis tu sais c'est plus facile d'enlever le chandail de quelqu'un que lui demander carrément est-ce que tu es à l'aise? Tu sais fait que c'est ça, c'est démystifier ça le plus possible, Comment tu fais comme intervenante? Parce que c'est sûr que, bon, tu dois en entendre beaucoup des histoires. Puis, veut pas, on doit créer... comme intervenante, on n'est pas supposé de créer des liens comme tel, mais veut pas, on est humain. On est humain, c'est clair. Hein? Fait que on veut pas le montrer, mais à l'intérieur, ça reste. Comment tu fais pour retourner à la maison? Puis, est-ce que tu es capable d'arriver... est-ce que les intervenantes dans ton milieu, est-ce que vous avez une formation pour être capable de dire, OK, on met la switch à off pour être capable de continuer, avoir l'énergie de continuer? Tout à fait. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a une fois par mois ou une fois par 2 mois, on a quelque chose qui s'appelle les girls. OK. Puis dans le fond, on va avoir une superviseure qui va venir de l'extérieur. Puis c'est là où est-ce qu'on peut, je dirais pas déblatérer parce que nos cas sont toujours confidentiels, mais on ramène tout le temps ça à l'équipe. Évacuer, parler de notre situation, comment que nous, qu'est-ce qu'on vit en tant qu'intervenante. Fait que oui, on est intervenante, mais en dessous d'intervenante, il y a un humain, comme tu as dit, il y a une femme qui peut vivre de la colère, qui peut se sentir impuissante. Fait que comment qu'on vit ça? Ben, on s'en parle en tant qu'équipe, on jase, tu sais, toujours en gardant la confidentialité de la femme, mais on peut s'en parler, on peut se déposer, on peut atterrir puis juste dire comment qu'on se sent. Il y a aussi des programmes aussi d'aide là qui sont disponibles, des psychologues, tu sais comme on n'a pas des psychologues mais tu sais on a comme des conditions de travail qui nous exactement qui nous donnent accès justement là à des psychologues ou aux besoins. Mais comment qu'on fait, c'est sûr qu'on peut il y a une façon de tu sais, comme quand on parlait d'approche féministe, c'est que, dans le fond, pendant nos interventions, il y a moi, Dalia, mais il y a aussi intervenante. Fait qu'il y a le chapeau, il y a comme Dalia qui observe l'intervenante pour assurer que moi, ben, je projette pas sur la femme aussi. Que moi, je ressors pas mes problèmes à moi, puis que je miroire sur la femme. Fait que je m'assure que c'est vraiment intervenante neutre,
tu sais, puis c'est sûr qu'on est biaisé, mais c'est de garder le plus comme l'œil sur justement qu'est-ce qui fait en sorte que je suis biaisée, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai été en colère après ou que je me suis sentie impuissante, est-ce que c'est venu déclencher quelque chose en moi. Fait que c'est constamment une observation d'être de soi-même là dans le fond, pour assurer là que ça retombe pas sur la femme. Wow. Ouais. Est-ce que tu dirais que pendant la pandémie, là, ça fait 2 ans là, qu'on est là-dedans, tu sais, on en a parlé que, bon, les femmes qui vivaient de l'agression, tout ça, étaient pris à la maison, tout ça. Est-ce que vous avez vu qu'il y a eu une augmentation? Oui, tout à fait. Puis les hommes, en vivant des frustrations, du travail, de l'inquiétude, ça l'amène à l'alcoolisme, la drogue, puis là, ben... Peut-être que là, il y a eu aussi... Ça serait quoi le constat de l'organisme par rapport à ça, la pandémie? Puis, c'est sûr que, comme ce que tu décris, c'est un peu plus de violence conjugale qui est quand même assez différente de la violence sexuelle. Ouais. Mais... Qu'est-ce que je pourrais dire pour la violence sexuelle? C'est que définitivement, c'est une vague des violences faites aux femmes. Oui. Fait que c'est sûr que ça vient impacter nos services puis que les demandes d'aide augmentent. Puis oui, donc tout à fait, ça vient avoir un impact sur ça. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur les violences faites aux femmes? Certainement. Le fait que déjà là, les femmes qui vivent de la violence conjugale ou de la violence sexuelle, elles sont isolées. Exact. Elles sont déjà isolées dans leur sentiment de culpabilité, de honte, donc tout ça. Et puis la pandémie, ben c'est sûr que ça vient rajouter un poids, de sens que t'as pas accès à tes amis, à tes copines, à ta famille autant que t'en aurais ou à ton réseau, autant que par exemple quand t'es pas en pandémie. Exact. Fait que c'est sûr que ça vient multiplier les violences parce que il y a une ouverture de vulnérabilité. Fait que les personnes qui vont perpétuer les violences, ben elles vont prendre cette porte-là et prendre avantage de cette vulnérabilité-là. Fait que je dirais que oui, là, pour répondre à ta question. Ça va leur donner, tu parlais de pouvoir un peu. Oui. Ça va leur donner plus de pouvoir, en fait. Oui, c'est ça le but ultime, c'est de prendre le pouvoir sur la personne, que ça soit violence conjugale ou violence sexuelle. On parle plus de violence sexuelle, là, mais oui, c'est dominer l'autre. Fait que en temps de pandémie, ben c'est sûr que la personne elle peut prendre encore plus une prise sur sa personne victime là. Donc oui. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a un type de femme ou de jeune femme, tu sais, on parlait que l'organisme à partir de 12 ans. Oui. Dans le fond, le début de la puberté et tout. Oui. Est-ce que tu dirais que quand même un type cliché, mettons, un type de personne auquel c'est plus... bonne question, mais non. Il y en a pas. OK. Il y en a pas. Ça peut être une femme super extravertie, super, tu sais, puis qu'est-ce qu'elle vit à la maison, personne peut vraiment le savoir. Autant que même pour l'agresseur ou, tu sais, l'agresseuse, mais il y a pas de profil type. Au contraire, c'est des personnes qui sont super malléables, qui sont super adaptatives, puis qui sont charmeurs. Tu sais, on pensait jamais que cette personne-là, elle aurait été, tu sais, victime ou agresseur. Fait que je dirais que non, il y a pas de profil type. Oui, il peut y avoir des vulnérabilités. Si par exemple on parle de l'exploitation sexuelle, ou est-ce que par exemple ça peut partir, ou est-ce qu'il y a des problèmes à la famille, mais ça veut pas dire que quelqu'un qui a pas des problèmes à la famille peut être tombé dans cette exploitation sexuelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire là, c'est clair là, mais oui. Comme la fugueuse, en fait. Exactement. Elle avait une bonne famille, puis elle a comme tombé en amour, puis là, ça l'a comme... Est-ce que tu dirais que la télésérie La Fugueuse, ça a quand même... Ça se rapproche de la réalité par rapport à l'exploitation sexuelle? Ben, moi, j'ai pas vu La Fugueuse. Okay. Par contre, j'ai une collègue qui m'a dit qu'elle avait regardé puis que ça venait quand même rejoindre des réalités. Oui. C'est sûr que une télé-réalité, ça peut être beaucoup plus sensationnel que qu'est-ce qui se passe en réalité. Mais c'est sûr que je sais qu'elle m'avait dit qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient rejoindre justement la réalité, qui est par exemple le recrutement en contexte de gang, comment ça peut se faire de façon très insidieuse, puis on peut tomber ça là-dedans parce que nous, en tant que personne, ben on veut juste appartenir à quelqu'un, on veut juste appartenir à un groupe. Fait que le sentiment d'appartenance, parfois, ben ça peut être on peut être facilement manipulé, mais pas parce que on est une fille ou qu'on a des problèmes familiaux ou que juste parce qu'on se sent isolé finalement puis qu'on veut avoir un peu de reconnaissance. Exactement, un sentiment d'appartenance, un sentiment de OK, ben il y a du monde qui m'apprécie, il y a du monde qui me donne cette valeur-là, qui me donne genre cet amour, mais c'est souvent fait à travers de la manipulation, des cadeaux, tu sais on va lui faire sentir spécial, on va lui donner je sais que maintenant c'est plus dans la réalité, dans les
aller dans les bars. Mais tu sais, c'est vraiment lui donner de la valeur, que ça soit de l'amour même propre. Tu sais, juste que ça soit un homme qui va faire, tu sais, je vais te donner tout ce que t'as besoin, t'aimer. Je vais prendre soin de toi. Et je vais prendre soin de toi. Je vais te dorloter avec du maquillage, des vêtements. On va sortir avec nos amis. Je vais t'acheter un voyage. Tu sais, fait que c'est super insidieux. Puis après, ça peut tourner super violent. Puis là, je vais te demander une faveur ici, là. Tu sais, je vais te demander c'est ça, j'ai besoin d'argent, j'ai des problèmes, je t'ai acheté tous ces cadeaux-là. Puis là, moi, j'ai besoin d'argent. Fait que, tu sais, j'aurais besoin que tu danses. Quelque chose. Tu me dois quelque chose. Fait que, tu sais, ça arrive de façon insidieuse, l'exploitation sexuelle, mais ça arrive, tu sais, ils disent que l'âge de recrutement peut commencer de l'âge à 12 à 14 ans, là. Fait que, ça commence pas à 18, 20, 22 ans, là. Tu sais, ça commence à un jeune âge, là. Fait que. Puis ça, tu sais, tu parles de ça, exploitation sexuelle, puis on dirait que moi, je vois ça dans d'autres. C'est loin, mais non. On en a. Est-ce que ça aussi, tu vois une augmentation, malheureusement, de ça, l'exploitation sexuelle auprès de nos ados? C'est difficile à dire, là, pour l'exploitation sexuelle. C'est sûr que maintenant, c'est difficile de constater ou de voir des statistiques élevées ou pas parce que la pandémie est maintenant là. Exactement. Il n'y a pas vraiment des statistiques qui sont ressorties plus que d'autres. En fait, pas à ma connaissance. Mais c'est sûr que l'exploitation sexuelle n'arrête pas. Tu sais, c'est comme peut-être, tu sais, le tourisme sexuel, il y a le trafic sexuel, mais, tu sais, il y a le bar des danseuses nues. Fait que ça, pour nous, le Calax considère que c'est vraiment de l'exploitation sexuelle parce que dans le fond, on pense que c'est un choix, que la femme fait le choix alors que dans le fond, c'est un manque de choix. C'est vraiment c'est ça qui fait en sorte que pour nous, ça définit l'exploitation sexuelle. Donc c'est pour le bien, le corps d'une femme pour un bien. Donc ça vient servir qui? Quoi, puis de quelle manière, tu sais. Fait que oui, pendant la pandémie, tout à fait, là, c'est sûr que... Après, on va le savoir davantage. Ouais. En terminant, qu'est-ce que tu aimerais souhaiter aux femmes, aux jeunes femmes? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Tu sais, de pouvoir briser le silence si jamais elles vivent une agression sexuelle, de dénoncer, d'en parler. Puis, tu sais, dénoncer, on parle pas nécessairement dénoncer à la police nécessairement, mais de briser le silence, d'en parler parce que qu'est-ce que ça fait si on n'en parle pas? Ben, ça protège l'agresseur. Ça vient dire que l'agresseur, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est correct. Fait que je dirais briser le silence, en parler, prendre le téléphone, appeler une amie, le Calax, surtout le Calax, là, c'est ça qu'on fait, là. Fait que de briser le silence. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir eu, de nous avoir eu au centre. Merci.